Le nouveau succès du Weekly Shonen Magazine, le nouveau manga de Miki Yoshikawa, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga en direct du Japon. Je vais vous parler aujourd'hui d'un manga qui m'a beaucoup plu, qui a démarré en janvier 2020 en prépublication dans le Weekly Shonen Magazine, le magazine qui édite par exemple Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, dans lequel paraît actuellement Eden Zero ou encore Hajime no Ippo, Gotobun no Hanayome, et donc dernièrement la nouvelle série de l'autrice de Yamada-kun and the Seven Witches, ou alors encore de Drôle de Racaille, deux titres qu'on avait eu en France chez Delcourt pour ce qui est de Yamada-kun and the Seven Witches, et chez Pika pour ce qui est de Drôle de Racaille. J'avais découvert cette autrice vraiment avec Yamada-kun and the Seven Witches, notamment à l'occasion de l'anime qui était diffusé sur Crunchyroll en simulcast il y a maintenant plus de 6 ans. C'était une série de quotidiens dans un lycée japonais avec une pointe de fantastique, et la série a eu particulièrement du succès au Japon. Elle a été aussi adaptée en drama, jusqu'à, du coup, un manga qui fait plus de 20 tomes. Et donc, l'année dernière, alors que le Weekly Shonen Magazine fêtait ses 60 ans, l'autrice a été sollicitée pour réaliser 3 one-shots, et les lecteurs japonais devaient voter pour celui qui, selon eux, allait être le plus intéressant, le plus prometteur pour une sérialisation. Et c'est donc Kakko no Inazuke, donc sous-titré avec un titre anglais A Couple of Cuckoos, qui a eu l'honneur de cette sérialisation qui a démarré fin janvier 2020 avec un premier tome relié au format tankobon, sorti dans les librairies japonaises le 15 mai. Alors je lis Kakko no Inazuke depuis le début de sa prépublication dans le Weekly Shonen Magazine, et j'ai failli me dire je vais pas prendre de tankobon parce que je lis déjà le magazine toutes les semaines, donc je connais l'histoire. Et puis après coup, je me suis dit c'est quand même une histoire qui me plaît particulièrement dans l'ensemble des séries que je lis cette année au Japon. Et alors, du coup, alors que je l'avais même trouvé en rayon dès le jour de sa sortie et que j'avais fait un peu la fine bouche en me disant, voilà, en réfléchissant, j'ai eu le temps de mûrir cet élément-là, et 2 jours après, je me suis dit, je vais l'acheter et puis en faire une chronique sur la chaîne de Rosalis. C'était sans compter le petit épiphénomène qui entoure le lancement de cette nouvelle série, puisque j'ai dû faire 5 ou 6 librairies avant de réussir enfin à le retrouver. C'est notamment grâce à la librairie Yurindo à Akihabara que j'ai fini par mettre la main dessus. En fait, c'était l'avant-dernier exemplaire. Et la série a tellement bien démarré que dès la semaine qui a suivi sa sortie, un lot de réimpression a été commandé, et donc Kakko no Inazuke devrait revenir dans les rayons japonais très prochainement. C'est maintenant, pour moi, l'occasion d'aborder la question de l'histoire de ce titre. Alors, Kakko no Inazuke raconte une histoire, somme toute, banale au début, celle d'un lycéen très sérieux qui vit dans une famille un peu surprenante, c'est-à-dire avec des gens très expansifs, alors que lui est plutôt majime, donc sérieux, à vouloir atteindre le premier rang au niveau des classes de son lycée. Et en fait, s'il y a un tel contraste entre finalement la personnalité qu'il caractérise et puis le reste de son entourage, c'est parce que il fait partie d'un petit duo de bébés qui a été échangé à la naissance. Ceci est révélé très tôt, et on découvre dans le premier tome le héros, alors qu'il est sur le point de rencontrer ses parents biologiques et aussi le bébé avec qui il a été échangé. Donc la journée critique démarre, alors que sur le chemin pour rejoindre justement ses parents
à la fois ses parents qui l'ont éduqué et ses parents biologiques, il va croiser la route d'une fille qui semble être sur le point de sauter d'un pont, Erika. Mais en fait, Erika, elle veut pas du tout sauter d'un pont, elle veut juste réaliser un cliché très réussi pour son compte Instagram, puisque Erika est une jeune ado assez star sur les réseaux sociaux et qui a pour objectif du coup d'alimenter régulièrement les réseaux sociaux qui la concernent. Elle a un problème, elle a un souci au début de cette intrigue, c'est qu'elle est sur le point de rencontrer son promis, son fiancé, celui que ses parents aimeraient qu'elle épouse. Et elle n'a pas du tout envie qu'on lui impose un fiancé, donc elle se dit, alors qu'elle rencontre Nagi qui, entre guillemets, la sauve à un moment où elle allait tomber, eh bien, elle se dit, on pourrait très bien faire croire qu'on est en couple, et du coup, mes parents pourraient abandonner cette idée de me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, donc ils passent une journée ensemble, ils nouent des relations amicales, sans pour autant qu'elles soient amoureuses. Ils se séparent, Erika se dit, ah, ça serait quand même chouette finalement que Nagi soit mon petit ami. Voilà. Là, les deux se séparent. Nagi va à la rencontre avec ses parents biologiques. Ils sont ravis de le rencontrer. Et il lui présente le bébé avec qui il a été échangé à la naissance. Il s'avère que c'est Erika. Et donc que le premier de Erika, celui que ses parents, donc du coup pas biologiques, mais que ses parents qui l'ont élevée, aimeraient qu'elle se marie, c'est avec Nagi. Parce que de cette manière-là, il pourrait en quelque sorte contrecarrer le sort qui a fait se séparer les parents biologiques avec leur enfant biologique, et il pourrait y avoir du coup une sorte de grande famille arrangée où tout le monde pourrait profiter à la fois de l'enfant qu'il a élevé et de l'enfant biologique qu'il aurait pu élever. Voilà, on part sur des premières bases assez forte en termes de comédie romantique, et vous l'aurez vu avec les petites planches que je vous ai laissé entrevoir, c'est particulièrement beau. Miki Yoshikawa est vraiment une autrice maintenant qui a suffisamment de recul pour proposer des planches sublimes et puis des pitchs légers et drôles. Mais s'il n'y avait que Erika et Nagi, ça serait encore simple. Sauf que Nagi, auparavant, il avait déjà un crush, il avait déjà une fille au lycée qu'il souhaite séduire. Et cette fille, c'est Hiro. C'est elle qui est la première de la classe et que Nagi n'arrive pas à détourner. Et parce qu'elle fait battre son cœur et qu'elle a des goûts assez prononcés, puisque dans le premier chapitre, elle dit « Watashi yori atamagai hito kana » à propos du type de personnes qu'elle pourrait aimer, c'est-à-dire des personnes qui sont encore plus intelligentes qu'elle. Eh bien, du coup, Nagi a pris le parti, il veut arriver premier, et le jour où il arrivera premier, il lui fera sa déclaration, et il se dit qu'il aura alors ses chances. Voilà, comme ça, on a une histoire qui est en train de s'entamer. Erika va chercher à comprendre, à nouer un lien aussi avec la famille qu'elle n'a jamais finalement connue, c'est-à-dire les parents de Nagi, ceux qui ont élevé Nagi, et en même temps, Nagi ne sait pas encore véritablement comment réagir vis-à-vis des volontés de ses parents biologiques qui aimeraient du coup qu'il se marie avec Erika. Donc tout le premier tome tourne autour de cette découverte familiale. J'ai oublié de le mentionner, Nagi a une sœur qui s'appelle Sachi, donc c'est la vraie sœur biologique de Erika, et en tant que frère et sœur, Nagi et Sachi ont une relation quand même assez proche, et Sachi regrette en fait le risque de voir Nagi s'éloigner au moment où il se marierait éventuellement avec Erika, ce qui donne lieu dès le deuxième chapitre à une scène assez poignante, à la fois entre Erika qui vient manger dans le restaurant de ses vrais parents, de ses parents plutôt plus exactement de ses parents biologiques, et qui ne sait pas comment réagir parce qu'elle a grandi dans un monde de
personne riche. D'ailleurs, le deuxième chapitre joue à fond sur le contraste entre Nagi, qui lui a vécu toujours dans une famille pauvre, dans un petit appartement japonais très resserré, et Erika, qui elle a vécu dans différentes propriétés très luxueuses, avec moult éléments de service et beaucoup de confort. Donc il y a ce contraste-là qui est très fort et sur lequel l'autrice Miki Yoshikawa joue beaucoup. Pour le comprendre encore un peu plus, c'est intéressant d'aller lire dans le Weekly Shonen Magazine qui a marqué la fin de Seven Deadly Sins. Il y a une interview en 4 pages de Miki Yoshikawa, notamment dans le cadre d'un prix organisé par Kodansha pour détecter les nouvelles stars du manga. Et donc, à cette occasion, Miki Yoshikawa revient sur ce qui est pour elle les éléments d'une bonne histoire, et c'est notamment des personnages. Et à propos des personnages, elle explique qu'il est important en fait que les personnages soient simples à comprendre et qu'en quelque sorte, d'un coup d'œil, on puisse saisir leur état d'esprit. Un deuxième élément qui me paraît particulièrement intéressant dans cette interview, c'est la manière dont elle pose en fait l'intrigue et ses personnages. Et ce qu'elle explique dans cette interview, c'est à la fois dans Yamada-kun and the Seven Witches ou alors dans cette nouvelle série, à chaque fois, ce qu'elle a eu en premier, c'est l'image de l'héroïne. Donc pour l'héroïne de A Couple of Kokus, donc Kako no Inazuke, ce qu'elle avait en tête, c'était une fille qui soit célèbre et riche, et à partir de là, elle a construit le contraste, elle a construit son personnage masculin comme étant un personnage masculin qui, lui, serait très sérieux et pauvre. Et c'est la manière dont la relation dans les liens des deux personnages, de ce contraste-là, c'est ce contraste qui va fonctionner pour lui permettre de dénouer toute une intrigue et faire en sorte d'intéresser les lecteurs. Je trouve ça intéressant, et c'est vrai que dans Yamada-kun and the Seven Witches, c'était pareil. L'héroïne était quelqu'un de aussi dont le cadre était tout de suite posé. C'était un personnage très sérieux, plutôt refermé, tourné vers les livres, alors que Yamada, lui, c'était l'exemple type du Furyo japonais, c'est-à-dire de ce personnage un peu bandit qui fait peur et qui n'est pas du tout, mais alors lui, pas du tout dans les études. Donc, c'était aussi ce qui marchait bien dans Yamada-kun and the Seven Witches, et pour moi, c'est vraiment le grand talent de cette autrice, c'est d'arriver à avoir des personnages qui sont vraiment attachants. Et c'est finalement sur la base d'une intrigue, peut-être en apparence facile, qu'on s'attache à toute cette galerie de personnages. Maintenant, dans la prépublication japonaise, on a dépassé le 16e chapitre, sachant que le tome 1 de Kako no Inazuke regroupe 5 chapitres. On sait déjà que le tome 2 sortira en juillet. Et moi, je pense que la série arrivera en France prochainement, puisque c'est une autrice qui a déjà été plusieurs fois éditée en France, qui est aussi venue en Europe, en Italie, il me semble plus exactement, à l'occasion de conventions au moment de Yamada-kun and the Seven Witches. Donc c'est quelqu'un qui vraiment percé maintenant sur la scène manga, pas seulement japonaise, mais internationale. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est une autrice qui, avant même d'avoir ses œuvres reliées, publiées, avant d'aller avoir ses propres séries, avait eu pour travail de jouer le rôle d'assistante mangaka chez un autre auteur du Weekly Shonen Magazine, c'est-à-dire Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Voilà. Donc, pour finir, un petit mot sur le titre, Kako no Inazuke, qui veut dire Kako, c'est donc pour le coucou. Inazuke, c'est le ou la fiancée, le ou la promise. Il y a cette notion-là qui est derrière. Et donc ici, on a donc le titre anglais qui dit en couple de coucou, en référence à cet oiseau
qui parfois va déposer ses propres œufs dans le nid d'un autre oiseau qui éduquera du coup ses petits à sa place. On voit bien le lien avec l'intrigue et le titre japonais qui fait plus référence à l'idée d'avoir des fiancés et promises. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas que Erika qui a un mariage entre guillemets organisé qui s'impose à elle. Peut-être que c'est le cas d'autres protagonistes. Je n'en dirai pas plus, mais j'aime particulièrement ce titre qui est un bol d'air frais dans le Weekly Shonen Magazine. Et je le disais un peu auparavant, le titre a vraiment bénéficié d'un très bon lancement. Dès son 15e chapitre, il a de nouveau fait l'objet de la première page, donc de la couverture du Weekly Shonen Magazine, ce qui arrive très rarement, puisque contrairement au Weekly Shonen Jump, le Weekly Shonen Magazine est un magazine qui ne fait pas sa couverture que sur des mangas, mais parfois sur des idols comme les Nogizaka 46 et d'autres stars de la télé japonaise. Et là, pour la peine, série certes très récente, mais qui a déjà à son compte 2 couvertures de Weekly Shonen Magazine, à tel point que l'Oricon, donc le site qui fait le classement des meilleures ventes de produits culturels au Japon, il a même consacré un article en disant que c'était quelque chose qui était assez exceptionnel. Donc cette série paraît partie pour marquer. Peut-être elle aura aussi une adaptation animée ou en drama. En tout cas, le pitch s'y prête très bien, encore plus que pour Yamada-kun and the Seven Witches. Donc je pense que c'est un titre à suivre et je vous recommanderais, quand cette série sera sans doute un jour annoncée en France, de lui donner sa chance. Voilà, j'espère que cette vidéo de chronique au Japon d'un manga qui m'a particulièrement plu vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!